tu as suivi ce groupe de Parole d'Hommes. Dans le livre, tu as continué ton enquête puisque tu as été dans d'autres groupes de Parole d'Hommes, tu as interviewé des psychologues, des psychiatres. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que les psys appellent le cercle de la violence? Ça se passe comment en fait à chaque fois, parce que c'est très normé finalement la violence conjugale? Oui, il y a plein de situations qui peuvent a priori sembler très différentes, avec des situations familiales, socio-économiques très différentes. On trouve des violences conjugales à la fois chez des gens qui sont extrêmement riches et éduqués, diplômés, et en même temps chez des gens qui sont dans l'analphabétisme. Donc là-dessus, tu pourrais penser que ça n'a rien à voir. Et pour autant, on voit que c'est un cercle assez bien défini maintenant, le cercle des violences conjugales, avec une sorte de phase de lune de miel tous ceux qui ont déjà été en couple ou sont tombés amoureux connaissent. C'est-à-dire qu'au début, tout va bien. Au début, on est très amoureux, on a l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. Et puis, cette phase de lune de miel, elle dure un temps, qui peut être plus ou moins long, qui va être un peu altérée par des premières embrouilles, des premières critiques, des premières insultes parfois, qui vont vraiment faire basculer cette phase de lune de miel vers quelque chose d'un peu plus problématique, une tension qui va commencer à s'installer dans le couple. Et puis ces critiques vont être de plus en plus ciblées sur le physique, sur tu devrais faire comme ci, tu devrais pas faire comme ça, mais putain je te l'ai déjà dit 10 fois de pas faire ça comme ça, de pas laver le linge comme ça, de pas laver la table comme ça, de pas... Et ça va basculer ensuite peut-être, et ça peut prendre du temps, vers de la violence, vers un premier coup, une première claque, une bousculade. Et puis finalement, on s'en veut. Donc là, ensuite, il y a des excuses. Je suis désolé, j'aurais jamais dû faire ça. J'avais trop bu, j'étais pas dans mon état normal, j'ai été énervé, il y a eu un truc au boulot qui m'a rendu fou. Machin. Et puis derrière ça, il y a quand même mais quand même, tu te rends bien compte que si j'étais comme ça, c'est quand même parce que tu as mal fait ci, ou parce que tu m'as mal fait ça, ou parce que tu es rentré bourré à 2 heures du matin, ou parce que tu m'as pas respecté en faisant ça. Et derrière, il va y avoir un cadeau, un bouquet de fleurs, on va s'inviter au restaurant, et puis une nouvelle lune de miel, parce que la victime, très souvent la femme, finalement pardonne. Dire bon, c'est vrai, c'était rien. C'est arrivé qu'une fois, et il m'a juré qu'il le referait pas. Et en effet, il le refait pas. Pendant un certain temps, on retombe sur une phase de lune de miel, on est très amoureux, et puis ça, on refait l'amour. Il y a beaucoup de moments très tendres, très beaux qui reviennent. Et puis le cercle a fait son tour. On est sur une révolution presque. Et derrière, on repart sur une phase avec quelques critiques, des reproches, et puis une nouvelle bousculade, un nouveau coup. Et ce cercle, en fait, c'est un peu comme quand on jette une pierre dans un lac. Il y a des ondes, et puis les cercles, ils sont très grands, et puis plus le temps passe, plus les cercles se rapprochent. Et puis dans certains couples, on se rend compte que ce cycle de la violence, il passe de la lune de miel au coup en l'espace de quelques heures. C'est un coup, et puis je te reproche, et puis en fait je suis désolé, et puis un coup, enfin, et, et ça c'est quasiment systématique. Dans le livre aussi, les psychologues interrogés parlent de pathologie de la relation qui est sous-jacente dans les violences conjugales. Donc, en gros, des hommes incapables de nommer leurs émotions, incapables de comprendre ce qu'ils ressentent, et donc leur seule façon d'exprimer, c'est la violence, c'est ça? Il y a dans la question des violences conjugales peut-être quelque chose qui se distingue aussi d'autres types de violences, type des agressions sexuelles, où c'est qu'il y a quand même une conjugalité, dans le sens où ces gens se sont mis en couple. Ils se sont choisis d'une certaine manière. Il y a eu avant une phase de lune de miel dans laquelle on a eu l'impression de tomber amoureux, ou parfois on l'est sincèrement, on est vraiment tombé amoureux. Et ça, c'est un lien qui est quand même un peu particulier. C'est pas quelqu'un qui met une main au cul à une fille en sortant du métro, ou qui va agresser. Il y a quand même un lien qu'on peut retrouver d'ailleurs. Ce lien-là, qui est un lien aussi de domination très fort, qu'on peut retrouver dans les histoires d'inceste ou dans les viols intrafamiliaux. Voilà. Et donc dans cette relation-là, il y a parfois, c'est pas le cas pour toutes les familles, c'est pas le cas pour tous les couples, une sorte de lien entre la victime, qui elle est victime à 100%, et il n'est pas question de là parler de responsabilité, elle est absolument pas responsable
responsable de ce qui lui arrive, mais on le voit dans des centres d'hébergement d'urgence avec des femmes qui sont victimes en série et qui ont l'impression de tomber systématiquement sur le mauvais mec, qui ont l'impression d'être toujours celle qui va tomber sur un connard, de enchaîner les mecs qui vont devenir violents. Et là, il y a une question qui se pose, c'est de savoir pourquoi. En fait, pourquoi est-ce que certaines femmes sont systématiquement ciblées par des hommes violents? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elles manquent de chance et que ça tombe sur elles et pas sur la voisine? Et là, c'est intéressant parce que ça vient creuser aux sources de la violence et de savoir si la violence, c'est comme la foudre, ça tombe parce que ça devait tomber et puis ça tombe un peu au hasard parce que il y avait un bout de fer qui dépassait, ou est-ce que ça vient puiser aussi dans des sources, dans un terreau qui permet à la violence de s'installer? Et c'est, pour prendre un exemple très concret, quelqu'un qui va être déjà extrêmement fragilisé parce que avoir déjà vécu dans une famille, par exemple, extrêmement violente, avec un père violent, ou avoir été témoin d'une violence quotidienne, d'une mère qui se faisait tirer par les cheveux sur le parquet pour une connerie, des gamins qui se sont fait tabasser par un père parce qu'ils avaient des mauvaises notes à l'école, ou pour une raison X ou Y, ou juste parce qu'ils avaient levé les yeux au moment où on leur avait dit de les baisser. Tout ça, ça inscrit en vous durablement un traumatisme. Et ces traumatismes d'enfance, ils sont très 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 difficiles à surmonter. Et donc cette question du lien qui peut se construire parfois entre quelqu'un de très fragile sur cette question de la violence, qui a déjà rencontré la violence, et quelqu'un qui lui aussi est très fragile mais qui est agresseur, elle est importante parce qu'elle permet d'identifier aussi les sources. C'est d'où vient cette violence. Et on le voit chez certaines femmes, par exemple, assez rapidement, elles vont tomber amoureuses d'un mec, et puis très vite, il va y avoir des insultes ou un niveau de langage extrêmement violent. Un mec qui va dire « mais t'es vraiment qu'une conne, mais ferme ta gueule ». Et pour autant, alors que plein d'autres femmes, il y aurait déjà un drapeau rouge qui s'allume. Vraiment, c'est pas possible qu'on me parle sur ce ton-là. Vraiment, il faut que je me tire. C'est la dernière fois que tu me vois et hop, c'est fini. Je passe mon chemin. Ben, certaines femmes, mais ça existe, il y a certains hommes aussi, qui ont tellement été habitués à la violence qu'elle en devient banale. Et ça, ce registre de langage-là, mais aussi les premiers coups. Il y a plein de femmes qui prennent une gifle et qui s'en vont. Et il y en a d'autres, en fait, c'est un niveau de violence qui est acceptable au regard de ce qu'elles ont déjà vécu. D'une violence qui est déjà entrée dans leur vie, qui a déjà fait partie de leur vie, qui a déjà inscrit durablement un seuil de tolérance qui est pour d'autres inacceptable. Et ça, on le voit notamment chez des femmes qui n'arrivent pas à quitter un homme violent, qui sont dans un phénomène de retour. Elles sont sur un fil, sur une ligne. La violence est quotidienne et le risque de mort est réel. Et pour autant, alors il y a cette question d'emprise qui est très liée à tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. Pour autant, c'est difficile de partir. Donc là, t'as pris sur l'aspect de la pathologie du lien, du côté de pourquoi les femmes battues restent ou comme tu dis, répètent des schémas. Ça a aussi beaucoup à voir, j'en ai pas mal parlé dans les podcasts, avec le lien d'attachement. Et du côté des hommes, c'est aussi toujours les mêmes types de personnes, dans le sens où des personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, exprimer leurs émotions, qui ont une incapacité à nommer ce qui se passe en eux. Et donc, tu le dis à un moment dans le livre, que les urgentistes, ils connaissent la blessure du connard, le mec qui a mis un coup de poing dans le mur et qui vient avec le poing cassé parce qu'il n'a pas su gérer ce qui lui arrivait. Je pense que chez les mecs, il y a encore autre chose, c'est que il y a peut-être deux grilles de lecture principales, en tout cas que moi j'ai identifié comme telles au cours de cette enquête, mais il y a déjà une société patriarcale qui, mine de rien, véhicule tout un tas de messages à destination des petits garçons et des adolescents et des hommes, qui va populariser la violence. Et moi, je peux parler en disant je là-dessus. Ayant grandi dans les années 90, j'ai bien vu que la figure masculine qui était portée au nu et qui était vraiment idolâtrée, c'était celle d'un homme viril, qui est capable d'utiliser la violence pour résoudre ses conflits, qui peut sortir les poings pour sauver sa femme, pour gagner le respect vis-à-vis d'autres hommes. Bon, ça, c'est tout le modèle qu'on peut retrouver dans le cinéma, type Bruce Willis,
Schwarzenegger, même Brad Pitt un peu sous certains aspects, ou plus récemment Johnny Depp par exemple. Des figures masculines qui sont proches du cliché de l'homme viril. Et ça, faut pas le sous-estimer, je pense, parce que ça infuse dans notre société à peu près à toutes les strates, et ça conduit aussi les petits garçons à se saisir de la violence pour obtenir le respect. Et quand on est dans un couple, on est dans un univers qui est dangereux dans le sens où on se permet avec l'autre, avec sa conjointe ou son conjoint, d'aller beaucoup plus loin qu'avec n'importe qui dans la société. On va être inévitablement confronté au conflit, tout simplement parce qu'on vit ensemble et que on a un degré d'intimité qui nous permet de pousser le curseur un peu plus loin. Et ça, chez certains qui sont encouragés déjà par cette société-là patriarcale qui est là depuis très longtemps, ça va se jouer sur la question de l'ego et du respect. Ça veut dire, on s'embrouille parce qu'on est dans un couple et qu'en fait ça peut être un sujet totalement bénin comme t'as pas fait les courses alors que je t'avais dit de les faire, t'as pas pris du pain alors que je t'avais dit de le faire, tu t'es pas levé cette nuit alors que c'était à ton tour de te lever parce que la petite a pleuré. Bon, une raison qui somme toute assez banale, mais parce que on est sur un schéma patriarcal avec l'idée qu'un homme ça doit être respecté, un homme ça doit asseoir son respect quitte à le faire par la force. Il y a aussi une autorisation de recourir à la violence pour justement ramener l'autre à sa place, c'est-à-dire sur un schéma encore une fois qui est hiérarchisé, c'est l'homme, le chef de famille. Et donc là on a quand même beaucoup de mecs qui racontent quand on leur demande pourquoi ils sont passés à la violence, on voit bien que c'est leur position de chef de famille qui était mise en danger par une femme qui s'opposait à eux, qui demandait tout simplement à être traitée comme une égale au sein du couple. Et donc ça c'est disons une première partie de la réponse, et la deuxième partie c'est bien entendu quelque chose qui ressemble à ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les femmes victimes qui avaient déjà rencontré la violence. C'est-à-dire que si vous grandissez dans une famille ou un milieu extrêmement violent, avec un père tyrannique qui tabasse tout le monde dans la famille, vous êtes pas exactement au même niveau vis-à-vis de la violence que l'enfant du même âge, dans la même classe, qui grandit dans une famille dans laquelle on accède à la parole. Et quand il y a un problème, on s'assoit autour d'une table, on essaie de le résoudre. On va être beaucoup plus enclin à utiliser la violence comme un outil pour résoudre ces conflits quand déjà on est habitué à la voir partout, à voir sa sœur se prendre des tartes parce que elle a mal répondu ou quoi, que dans une famille dans laquelle mine de rien on essaye de ne pas donner de fessées, de pas se crier dessus, de pas se balancer des trucs au visage. Bon, ça paraît logique en fait quand je le dis comme ça, mais quand on commence à creuser, à ouvrir les dossiers, à leur demander mais comment c'était à la maison, en fait on se rend compte qu'ils se sont presque tous un jour opposés physiquement à leur père pour tuer le père, qui lui était déjà tyrannique à la maison. C'est ce mec Kevin que je rencontre à Caen qui me dit moi j'ai pleuré en garde à vue parce que non pas pour ce que j'avais fait, mais parce que je m'étais juré de ne plus jamais ressembler à mon père et je me retrouvais mis en cause pour les mêmes faits. Même chose pour Romain, un autre mec dans la banlieue de Grenoble qui raconte avoir soumis son père à l'âge de 17 ans parce que physiquement il avait la force pour s'opposer à lui, en disant maintenant c'est fini, plus jamais tu me frapperas. Et finalement, quelques années plus tard, il se retrouve dans la même posture, qui est celle de l'homme violent. Donc ça aussi, il faut pas le sous-estimer. On grandit dans un bain d'influence, et l'influence des parents et du milieu familial, elle est primordiale.